Donc, je vous rappelle, on a donc fait dans la première séance le calcul différentiel, on rappelle. Ensuite, donc, dans la deuxième séance, on a étudié la théorie générale des équations différentielles autonomes x point c'est égal à f de x de t. Et dans la troisième séance, on a étudié le cas linéaire autonome dans lequel x point est égal à a fois x de t avec le a ici, donc ne dépend pas du temps. Ensuite, dans la quatrième séance, on a étudié donc la linéarisation qui est donnée par l'équation, cette équation, et on s'est ramené à des équations différentielles linéaires non autonomes qui sont données par x point est égal à a de t fois x de t. Alors, dans cette séance, on va étudier les équilibres et la stabilité de ces équilibres de système x point est égal à f de x, et on va voir que donc on va utiliser les techniques qu'on a appris dans la quatrième séance sur la linéarisation, dans lequel on va utiliser delta de x prime c'est égal à donc df de x0 delta de x fois delta de x. Okay. Alors en fait cette séance c'est le chapitre 5 du livre de cours de Frédéric Jean, stabilité et commande de systèmes dynamiques. Alors, donc voici le plan de cette présentation. Alors on va commencer par la stabilité des équilibres, ensuite stabilité et linéarisation, et dans la troisième partie on va étudier un exemple de pendule avec frottement et finir par les fonctions de Lyapunov. Alors on considère une équation différentielle x point est égal à f de x avec f le champ de vecteur qui est défini de oméga inclus dans Rn de classe C1. Donc du coup on sait bien qu'on a l'existence et l'unicité de solution en utilisant donc le théorème de Cauchy-Lipschitz. Et donc un équilibre en fait il est défini par x0 appartient à oméga est un équilibre si x point est identiquement égal à x0, c'est solution de l'équation différentielle. Et ça c'est équivalent à le champ de vecteur, il s'annule en x0, c'est-à-dire f de x0 est égal à 0. Alors pour expliquer le point d'équilibre, donc séance 5, équilibre et stabilité. Alors x0 est un équilibre. Alors c'est équivalent à dire que x point identiquement égal à x0 est solution de l'équation différentielle. Autrement dit, c'est équivalent à x' c'est égal à f de x de t, puisque tout simplement x est une solution, donc elle vérifie bien x point c'est égal à f de x, et x point, puisque x est constant, x est donc constante, du coup x point est égal à 0. Et à quoi est égal donc f de x est égal à f de x 0. Et du coup on obtient donc cette égalité y est égal à f0. Donc un équilibre doit nécessairement annuler en fait le champ de vecteur. Alors la question qui se pose, c'est quoi le comportement des solutions maintenant autour de cet équilibre x0? Alors du coup on va définir la notion de stabilité. Donc x point, ces solutions, on considère xv point, c'est la solution maximale issue de v qui est définie sur un certain intervalle jv, équation différentielle, telle que xv0 est égal à v. Et on considère vx0 appartenant à oméga un équilibre. Alors, on a la définition de stabilité, x0 est stable si, quel que soit epsilon positif, il existe un état positif, tel que la norme de v moins x0 inférieure à sigma, c'est équivalent à la norme de xv de t moins x0, c'est inférieur à epsilon, et ça c'est pour tout epsilon positif. Okay. Autrement dit, donc, quel que soit, donc, si on considère une condition, donc l'équilibre x0, pour toute condition initiale, donc, dans une boule de centre x0 et de rayon delta,
ça implique que donc le xv, la solution, donc, elle va rester dans une boule centrée en x0 et de rayon epsilon. Et ça, c'est quel que soit t. Maintenant, x0 est asymptotiquement stable. Ça vient de dire que x0 est stable et de plus, il existe un voisinage x0 qu'on note par v, tel que pour tout élément ou bien toute condition initiale dans ce voisinage, xv de t, elle va converger vers x0 quand t vers plus infini. Ok? Alors, pour expliquer ces deux notions, alors notion de stabilité. Donc, qu'est-ce que ça vient de dire? X est stable. Donc, intuitivement, c'est-à-dire V est proche de x0 implique x de V est proche de x0. Donc, intuitivement, V est proche de x0. Alors, ça implique que la solution issue de V, quel que soit le temps, elle est proche aussi de x0. Du point de vue mathématique, je prends donc ici un x0, je prends un epsilon, ok, et je prends donc ici une boule centrée en x0 de rayon epsilon. Alors, je suis certain qu'il existe un delta ici, donc une boule plus petite, ok, de rayon ici c'est delta, ok, tel que pour toute condition initiale V dans la petite boule, la solution elle va rester dans la grande boule. Ok. Donc voilà, et ça c'est la solution x issue de V, quel que soit le temps. Donc ça c'est la boule centrée en x0 de rayon epsilon, et ça c'est la boule centrée en x0 de rayon delta. Alors maintenant on remarque xv de t, il appartient à la boule centrée en x0 et de rayon epsilon. Et elle appartient à l'adhérence de cette boule. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc ça, c'est cette boule, donc l'adhérence de cette boule, elle est fermée. Donc elle est inclue ici dans un compact. Et qu'est-ce qu'on peut dire lorsqu'on a une solution, quel que soit le t, elle appartient à un compact? Donc du coup, on peut dire que la durée de vie dans les temps positifs, elle est donc infinie. Donc ça, c'est un compact inclus dans oméga. Par suite, la durée de vie dans les temps, ou bien dans le temps positif, qu'on note par t+, c'est égal à plus infini. Mais par contre, on ne sait rien dire, puisqu'ici, en fait, d'après la définition, ça c'est vrai, c'est quel que soit le t positif ou nul. Mais par contre, on ne peut rien dire pour le t moins. Okay. Et par suite, c'est-à-dire ici, notre solution, elle est définie, xv point, est définie sur l'intervalle 0 jusqu'à plus infini. Ok. Pour t moins, on ne sait rien dire. On ne sait rien dire. Ok. Alors, du coup, ça a un sens de regarder les solutions du point de vue asymptotique. Les solutions lorsque t tend vers plus infini. Donc ça a un sens de regarder
le comportement asymptotique, c'est-à-dire de la solution lorsque t tend vers plus infini. Alors pour asymptotiquement stable, donc x0 est asymptotiquement stable, c'est-à-dire le x0 est tout d'abord stable, donc la définition qui est ici, et de plus, et si v donc est proche de x0, alors forcément la limite de la solution lorsque t tend vers plus infini de xv de t, c'est égal à x0. Donc si on fait un schéma, alors on va prendre un voisinage ici de ce point d'équilibre x0. Alors du coup, on sait bien que la solution, quelle que soit la condition initiale dans ce voisinage qu'on note par v, grand V, ou bien le voisinage, donc c'est ça c'est petit v, alors je suis certain que la solution, donc, elle va converger vers x0. Ok, mais elle peut bien sûr sortir de ce voisinage-là. Donc voilà. Alors, après, on va prendre l'exemple de champ de vecteur qui est linéaire, tel que f de x est égal à a fois x, avec le x, elle appartient à Rn. Alors, on sait bien que 0, c'est un équilibre de x point, c'est égal à a fois x. Alors, après, donc, en fait, ici, je fais un petit rappel de la séance 3, donc, sur les systèmes linéaires. Donc, si je prends le cas particulier des systèmes linéaires. Alors, je peux décomposer en fait Rn, on a dit, en l'espace sous-espace réel ES, en somme directe avec le sous-espace indirect et avec l'espace indifférent. Avec le ES, c'est le sous-espace donc réel de parties réelles. Les valeurs propres sont tous strictement négatifs, alors que pour le E, U, c'est le sous-espace réel de parties réelles, des valeurs propres sont tous positifs, et le dernier, le EC, c'est égal, le sous-espace réel de parties réelles de lambda est égal à 0. Alors si je prends une condition initiale que je note par V, alors on aura donc un V de S, on note par Vs, plus une condition initiale V de U, plus une condition initiale V de C. Alors à quoi est égale la solution? XV de T, n'est autre que XV de S à l'instant T, plus un XVU à l'instant T, plus un XVC à l'instant T. Et on sait bien que donc cette composante, puisque toutes les valeurs propres sont à partie réelle strictement négatives, donc cette composante, donc elle va converger vers 0, okay, lorsque le t tend vers plus infini. Ici, donc, cette composante xv de t, donc elle va converger vers, ou bien elle va tendre vers plus infini en ordre, lorsque t tend vers plus infini, et ça c'est en ordre. Et xv de c, donc ici, soit elle est donc bornée, soit donc elle converge vers plus infini, elle tend vers plus infini. Ok, donc ici c'est deux cas pour la dernière. Donc on aura deux cas, soit donc c'est borné, et ça si donc
A restreinte à EC est diagonalisable. Et donc, elle va tendre vers plus infini en ordre sinon. C'est-à-dire E restreinte. Donc ça, c'est le XE VC de T. Alors, si on prend les espaces réels, donc on va prendre ça, c'est le ES, ça c'est le EU, et on va prendre ici le EC. Espace réel indifférent. Ok. Alors on sait bien ici que pour toute solution sur ES, donc on va rester sur ES et c'est donc contractante. Ici c'est la solution, elle est diluante, donc on va tendre vers plus infini pour toute condition initiale sur EU. Et pour le EC, donc deux cas possibles en fait. Soit c'est borné, on a dit, ça dépend si A restreinte à EC est diagonalisable, donc c'est-à-dire la solution, donc elle va osciller autour de 0. Sinon, donc elle va tendre vers plus infini. Ok, donc deux cas possibles. Donc soit borné, soit elle va tendre vers plus infini. Alors maintenant, si je prends le Rn est réduit à EU. Alors, ou bien si le EU n'est pas réduit à 0. Donc du coup, forcément, si je prends une condition initiale très proche de EU, alors la solution, elle va converger vers plus infini. Donc dès que je prends une condition initiale très proche de 0, donc la solution, elle va tendre vers l'infini. Du coup, pour n'importe quelle condition initiale, donc l'équilibre 0 n'est pas donc stable, ok, il n'est pas même asymptotiquement stable, parce que dès que je prends des conditions initiales très proches de EU, on sait bien que la solution elle va tendre vers plus infini, ok. Alors maintenant, si je prends le EC n'est pas réduit à 0, alors deux cas possibles, donc soit c'est borné mais on ne converge pas vers 0, soit donc on tend vers plus infini. Du coup, dès que je prends une condition initiale très proche de EC, donc la solution, elle ne va pas converger vers 0. Mais deux cas possibles, soit donc oscille, soit on converge vers EC. Du coup, l'équilibre, il est donc stable, il peut être stable, mais pas donc asymptotiquement stable. Et le dernier cas, si on prend le EC et le U sont réduits à 0, donc le Rn c'est égal à ES, alors du coup, toutes les solutions, ils vont converger vers l'équilibre 0. Ok. Donc voilà, et ce qu'on résume ici dans ce théorème, alors 0 est asymptotiquement stable si seulement si toutes les valeurs propres sont de parties réelles strictement négatives. Ok, donc on a l'équilibre 0, il est stable, et de plus, il est donc attracteur, donc c'est-à-dire il est asymptotiquement stable. Alors, s'il existe au moins une valeur propre de la matrice A de parties réelles strictement positives, alors l'équilibre il est non stable. Okay. Et quand les valeurs propres de A sont de parties réelles négatives ou nulles, alors deux cas possibles. Donc 0 peut être soit stable, mais pas asymptotiquement lorsque le A restreint à EC est diagonalisable, et il est non stable lorsque A restreint à EC il est non diagonalisable. Okay. Donc voilà. Alors après, on prend l'exemple suivant, où on a donc cet équilibre donc 0, on voit bien ici des ellipses, et c'est un équilibre qui est stable, mais pas asymptotiquement stable. Et on a donc des parties réelles, lambda 1 et lambda 2, on est en dimension 2, les deux sont à parties réelles nulles, les deux valeurs propres. Donc ici, on a un comportement donc, où l'équilibre en fait il est stable, mais pas asymptotiquement. De même ici, mais ici, les deux valeurs propres sont à parties réelles strictement négatives, et on voit bien qu'on a des spirales, et après on converge vers 0. Et l'équilibre, il est en fait asymptotiquement stable. Donc ici, c'est stable, de plus, il est attracteur. Okay. Alors, on passe maintenant pour la stabilisation et linéarisation. Alors, soit x0 appartenant à oméga, un équilibre de l'équation différentielle x point est égal à f de x. Alors, le principe, au premier ordre, le comportement
des solutions de l'équation différentielle en x0 sont équivalentes au comportement des linéarisés en 0. Donc pour expliquer ça, alors stabilisation et linéarisation. Alors je prends une condition initiale qu'on note par V. Alors je sais que ma solution elle est définie jusqu'à l'instant t par xv de t. Je prends une perturbation delta v. Alors je sais bien que cette solution sera définie pour la condition initiale qui est ici, qui est égale à v plus delta v, définie jusqu'à l'instant t par xv plus delta v de t. Et ici, donc, cette perturbation est approximée par, au premier ordre, par y delta de v en t, où le y delta v de t, c'est solution de l'équation différentielle non autonome qui est donnée par l'équation différentielle linéarisée, qui est donnée par quoi? Par donc y', on va noter par s, qui est égal à la différentielle ou bien différentielle de f en x v de s fois y de s. Ok, et avec le y en 0, ce n'est autre que, avec le y de 0, ce n'est autre que donc le delta v. Alors maintenant, si je prends une condition d'équilibre x0 alors si je prends ici l'équilibre x0 et je prends ici une perturbation, donc c'est x0 plus delta v, une perturbation de la condition initiale, et ça c'est un équilibre, donc c'est égal à quoi? C'est égal à xv de t, et ça c'est quel que soit le t. Alors la solution au bout d'un certain temps, t, elle va être définie jusqu'à l'instant t par xv plus delta v à l'instant t. Alors, ici, on sait bien que xv plus delta v de t moins x0, c'est égal à quoi? C'est égal, donc, y delta v de t plus un petit taux de delta v. Où le y delta v, c'est quoi? Y delta v, c'est solution en fait de quelle équation différentielle linéarisée? De l'équation différentielle linéarisée. C'est à partir d'ici. Donc vraiment, on est en train d'appliquer la même chose ici. Donc je prends, au lieu de la condition initiale v, je prends la condition initiale x est 0. Je prends une perturbation, et on voit bien donc ici, la solution elle est définie jusqu'à l'instant t par xv plus delta v à l'instant t. On obtient de la même manière, donc ici xv plus delta v de t, où le y delta v c'est la solution de l'équation différentielle. Y' c'est égal à la différentielle de f de xv, y de s. Alors ici,
le xv de s à quoi est égal? Puisque xv de s, ce n'est autre que, ici c'est constante, ça ne bouge pas, donc ce n'est autre que x est 0. Et du coup, on va obtenir le y point est égal à différentiel de f en x à 0 fois y de s. Et du coup, on obtient une équation différentielle qui est autonome. Okay? Au lieu de prendre ici une équation différentielle non autonome, donc, puisque donc, cette matrice jacobienne, elle devient donc constante. Et alors, on a l'équation linéarisée qui est donnée par y' de s, c'est égal à la différentielle de f en xv de s, qui est égal à x0, puisque c'est l'équilibre, donc constant, fois y de t. Et ça, ce n'est autre que la matrice A, qui est la matrice jacobienne. Et ce qu'on veut dire ici, donc l'équation linéarisée autour de x point est égale à x0, ce n'est autre que y' c'est égal à la différentielle de f en x0 fois y de t, et on obtient du coup une équation différentielle autonome. Alors pour la stabilité, donc elle est caractérisée par les valeurs propres de la différentielle de f de x0. Alors au premier ordre, qu'est-ce qu'on aura donc? Le comportement de la solution va être approximé par le comportement de l'équation différentielle linéarisée. Okay? Donc, au premier ordre, alors la stabilité asymptotique en x0 pour l'équation différentielle point est égale à f de x. Donc ça va être approximé par la stabilité, ou bien donc on aura donc en fait va être caractérisé par la stabilité de l'origine 0 de l'équation y' c'est égal à a fois y. Avec le a, c'est la différentielle de f de x en x0 fois y. C'est-à-dire les valeurs propres de linéarisée, il va déterminer donc la stabilité de l'équation différentielle non linéaire. Ok? Donc voilà. Alors on passe après pour le théorème suivant. Si la partie réelle est strictement négative pour toute valeur propre de la matrice jacobienne, alors x0 est asymptotiquement stable. Okay, donc si on a donc toutes les valeurs propres sont à partie réelle strictement négatives, du coup elle est asymptotiquement stable. Et s'il existe au moins une valeur propre de lambda de différence de la matrice jacobienne telle que la partie réelle strictement positive, alors du coup notre équilibre il est non stable. Mais ici il faut faire très attention que la stabilité n'est pas toujours déterminée par le linéarisé. Alors on peut avoir en fait différentiel d'une fonction f1 en x0 c'est égal à la différentielle de f en x0, c'est-à-dire ils ont la même matrice jacobienne de fonctions, alors que x0 c'est un équilibre qui est asymptotiquement stable pour le premier système x point est égal à f1 de x, alors qu'il n'est pas stable pour le deuxième système x point est égal à f2 de x. Alors je prends l'exemple suivant. Alors si je prends la partie réelle des valeurs 0, alors je sais bien ici pour le df1 en x0 est égal à df2 en x0, je prends un équilibre 0, je prends une perturbation delta v,
Et je sais bien que pour des valeurs propres qui sont donc des valeurs propres à partie réelle nulle, on sait bien qu'on a une ellipse. Ok. Et alors, du coup, ici, si je prends pour le F1 et le F2, qu'ils ont la même matrice jacobienne, mais on aura deux comportements différents. Pourquoi? Puisque tout simplement, ma trajectoire se comporte comme donc le linéarisé, qui est lequel? X' est égal à F1 de X. Et pour la deuxième, X' c'est égal à F2 de X. Et puisqu'elle va se comporter comme son linéarisé, donc c'est pas exactement. C'est-à-dire si je prends ici le 0, je prends une perturbation et je prends donc notre ellipse qui est ici. Mais si je prends ici le départ, c'est pas forcément on va retourner. Donc si je prends ici la condition initiale, donc si je fais le premier tour, donc c'est pas nécessairement que je reviens puisque c'est approché. Donc deux cas possibles, soit donc on tend vers, c'est-à-dire on va rentrer, donc ici on va pas exactement passer par la boucle fermée, mais on va passer en bas et du coup on peut converger vers 0 et on aura donc un comportement asymptotique pour le premier système x point est égal à f1 qui est l'équilibre est asymptotiquement stable. Par contre, on peut donc la solution elle fait un tour et après on revient au-dessus. Donc si je prends ici c'est pas le 0 mais c'est le x0, hein. Donc c'est x0, je prends une perturbation et si je pars d'ici, donc on fait un tour, mais après on peut donc remonter et du coup notre équilibre il peut converger vers l'infini et notre équilibre en fait il est non stable. Donc il faut faire très attention que les valeurs propres donc en fait devraient être différents, la partie réelle strictement différente de 0 quoi. Alors du coup on va définir l'équilibre hyperbolique si la partie réelle de lambda est différente de 0 pour toute valeur propre lambda de f de x 0. Okay, donc un équilibre hyperbolique si toutes les valeurs propres sont à partie réelle différentes de 0. Alors on définit le théorème de Hartmann-Grobman, il nous dit que si x0 est un équilibre hyperbolique, alors forcément le portrait de phase de système x point est égal à f de x au voisinage de l'équilibre est équivalent au portrait de phase de linéarisé y point est égal à la différentielle de f en x0 fois y et au voisinage de 0. Alors pour expliquer alors définition pour le Hartmann. Donc c'est Grobman. Alors qu'est-ce qu'on aura? Si je prends ici l'origine, je prends le ES, ici, et ici c'est le sous-espace réel caractéristique instable. Alors je sais bien que ça c'est instable, et ici en fait je prends le système y point est égal à la différentielle de f de x0 en y. Alors je sais le comportement ici au voisinage de 0. Pour le portrait de phase, qu'est-ce qu'on obtient? Ici donc c'est répulsif, ici donc c'est attractif. Et donc les solutions donc, vont avoir cette allure. Et de même ici. Et par contre ici. Alors, donc, et ça c'est équivalent à quoi? D'après le théorème de Hartmann-Grobman,
Donc il va être, ici on va avoir le x0 et on va avoir donc les deux orbites qui sont instables. Ici les orbites stables. Et on aura une transformation continue. Alors si je prends une condition initiale ici, et ainsi de suite. Donc on aura une transformation ici continue. Continue. Dans l'inverse en fait, donc ça c'est une transformation continue. Dans l'inverse c'est aussi continu. Donc dans l'inverse, et ici continu. Et on parle de homéomorphisme. D'inverse, c'est 0. Et on a un homéomorphisme. Et ça, c'est pour le système, en fait, linéarisé. X point, c'est égal à la différentielle de f en x0 fois x. Et en fait, ici, ce qui est bien, donc, on préserve le nombre d'orbites. Donc le théorème de Hartmann-Grobman, il nous assure que le nombre d'orbites sont préservés et qui sont stables. Celle où xv de t tend vers l'équilibre x0. Ok, donc voilà. Après, donc on va passer à un exemple de pendule avec frottement. Alors le y sécante c'est égal à moins g sur L sinus de θ moins alpha θ prime avec le alpha est strictement positif. Avec ici donc le alpha ça représente le terme de frottement. Et x' c'est égal à f de x avec le f de x est égal à donc ce vecteur. En fait c'est simple, il suffit de choisir le vecteur x est égal à donc θ θ prime. Et du coup on obtient l'équation donc différentielle de la forme x point est égal à f de x. Et les équilibres, donc vous voyez bien que à l'équilibre on aura x2 est égal à 0 et soit donc x1 est égal à 0, soit x1 est égal à pi, modulo de pi. Ok. Alors deux équilibres, si on est entre 0 et 2 pi, et ça représente donc si on veut déterminer le comportement asymptotique des solutions, il suffit de déterminer la différentielle ou bien la jacobienne qui est donnée par la différentielle de f en x qui est égale à 0, 1, puisqu'il suffit de dériver donc la première ligne par rapport à x1, donc ça donne 0, par rapport à x2, ça donne 1, et ensuite on dérive donc la deuxième ligne par rapport à x1, donc ça donne moins g sur L cosinus de x1, moins alpha 1 pour la dérivée par rapport à x2. Après, on va remplacer à l'équilibre 0, 0 et à l'équilibre pi0. En fait, l'équilibre 0, 0, donc c'est-à-dire donc la pendule tête en bas et le pi 0, c'est la pendule à l'équilibre tête en haut. Okay. Alors, le linéarisé pour le point XU où la pendule tête en haut. Donc c'est pi 0. Donc la différentielle, donc il suffit de remplacer x1, x2, donc ici x1, x2 par donc voilà pi 0. Alors on obtient 0, 1 moins g sur L moins alpha. Dans le déterminant, il est donné de la différentielle de f en xu, c'est égal, donc vous voyez bien, donc ça fait moins g sur L avec la trace, c'est égal à moins alpha. Alors, puisque si le déterminant il est strictement négatif, alors deux valeurs propres sont réelles et de signes opposés. Alors pour expliquer ça dans le cas générique, lorsqu'on est en dimension 2, on peut déterminer le signe des valeurs propres à partir du déterminant et la trace.
Alors, pour la pendule, donc on aura en fait, ici, ça c'est la verticale. Et ici, donc, on aura un angle θ. Et on aura donc une longueur M, en longueur L, pardon, et M ici. Et le X, on a dit c'est égal à θ à θ'O. Alors, en général, en dimension 2, on a dit c'est le signe des valeurs propres sont déterminés par le déterminant et la trace. Donc on verra, donc c'est le déterminant de la différentielle de f en XE, c'est égal à lambda 1 fois lambda 2. Donc en dimension 2, on sait bien que le déterminant de la matrice jacobienne, c'est le produit des valeurs propres. Alors deux cas possibles en fait. Et ça, c'est égal, si c'est réel, les valeurs propres, une valeur propre, donc s'ils sont réels, qu'est-ce qu'on aura? Donc on aura tout simplement le produit lambda 1 fois lambda 2. Mais si c'est complexe, ok, qu'est-ce qu'on aura? Donc lambda 1, on va noter par lambda, et lambda 2, on va noter par lambda 2, lambda bar. Alors du coup, on obtient le produit, donc lambda 1 fois lambda 2, donc ça fait, si on prend ici, donc c'est alpha plus i bêta, ici c'est alpha plus i bêta, donc si je fais le produit, on obtient alpha carré plus bêta carré. Donc ça fait le module de lambda au carré. Ok. Alors, si je trace ici en x2, x1 le plan de face, on aura donc ici le point d'équilibre, on a dit 0 pi. Et vous voyez bien, donc on a une orbite qui est ici donc stable. Alors c'est ici qui est stable. Et ça, donc c'est instable. On va après en fait converger vers 0. Ok. Donc ça c'est la position où on a dit la pendule tête en haut. Ok. Donc c'est un équilibre qui est instable. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, on a dit le déterminant, ici il est négatif. Alors dans les deux cas, qu'est-ce qu'on obtient? Si c'est réel, le produit est négatif. Est-ce qu'il peut être déjà complexe puisque c'est négatif? Donc c'est impossible. Alors on est ramené dans le cas réel. Et du coup le produit, il nous donne donc négatif. Donc ils sont réels et de signes opposés. Par suite, il existe au moins une valeur propre de la partie réelle qui est strictement positive. Et l'équilibre du coup, il est instable. Alors, notre équilibre, il est instable. Donc voilà. Après, qu'est-ce qu'il nous reste? Donc voilà ce qu'on dit ici. Donc les deux valeurs sont à partie réelle et sont réelles plutôt, pardon, et de signes opposés. Donc du coup, elle est instable. Et Hartmann-Grobman, donc il nous implique que de plus, il existe deux orbites qui sont stables. Donc puisqu'elle préserve le nombre d'orbites stables. Ok. Alors après, pour le linéariser, en XS est égal à 0, 0. Donc la différentielle de f en XS est donnée par la matrice suivante. Ok. Donc ici, c'est juste par rapport à celle-là. Donc ici, on a signe moins, puisque tout simplement, ça provient de ici. Ok. Donc en remplaçant ici par 0, 0, donc on obtient c'est moins g sur L et 0, 1 moins alpha. Ok. Donc voilà ce qu'on retrouve. Alors du coup, vous voyez bien que la trace est égale à moins alpha, qui est strictement négatif. Par contre, le déterminant, il devient positif, puisqu'il est donné par G sur L. Ok. Alors, dans le cas où ils sont positifs, le déterminant positif et la trace est négatif, donc les deux valeurs sont à partie réelle qui est strictement négatif, et par suite, notre équilibre qui est donné par la position donc tête en bas est un équilibre qui est asymptotiquement stable. Alors, génériquement, si le déterminant d'une matrice A est positif, alors deux cas possibles ici, mais dans le cas réel, soit lambda 1, lambda 2 sont réels et du coup ils sont de même signe, et de même signe, sinon, si c'est complexe, qu'est-ce qu'on obtient? Donc soit
Si c'est complexe, on va noter par lambda, lambda bar. Ok. Donc, la partie réelle, c'est la même. De lambda, c'est égal à la partie réelle de lambda bar. Du coup, ils sont de même signe. Les parties réelles. Ok. De plus, pour déterminer maintenant le signe, on sait bien que la trace de A est égale à lambda 1 plus lambda 2, qui est donnée dans le cas réel par, si c'est réel, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient tout simplement lambda 1 plus lambda 2. Puisqu'ils sont de même signe. Alors, si c'est positif, donc ça reste positif les deux. Si c'est négatif, les deux sont négatifs. Ok. Si c'est complexe maintenant, si c'est lambda, lambda 1 bar, ou bien lambda, lambda bar, alors on obtient, puisque c'est alpha plus i bêta, ici c'est alpha moins i bêta, donc du coup on obtient la somme, c'est égal à 2 fois la partie réelle de lambda. Ok. Et dans tous les cas, c'est égal à 2 fois, ou bien la partie réelle de lambda 1 plus la partie réelle de lambda 2. Et ainsi, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a obtenu? Donc, ils sont déterminant, il est positif, donc, dans le cas où ils sont réels. Alors, les deux, et puisque la trace, elle est négative, donc, les deux, ils sont négatifs. Et si même elle est complexe, alors les deux parties réelles, également, ils sont négatifs. Et par suite, l'équilibre, il est asymptotiquement stable. Alors, maintenant, si on ajoute le frottement, où on est dans le cas de frottement en fait important, en ajoutant ici au lieu de moins alpha fois θ prime, ça devient moins alpha fois θ prime au cube. Alors le f de x est égal à x carré moins g sur L sinus de x moins alpha x cube, x2 cube. Donc avec la différentielle, donc tout est identique ici, juste donc ce terme là, et ici de même, donc on obtient moins 3 alpha x2 carré. Alors on obtient les mêmes équilibres qui sont 0, 0, xs, pendule tête en bas, xu donc pi 0 et ainsi de suite modulo de pi. Donc on aura donc ici une infinité d'équilibres et linéarisé en xu est égal à pi 0. On aura donc la différentielle en xu, c'est égal à donc cette matrice là. Et on voit bien que ici la trace est égale à 0. Le déterminant est égal à moins g sur L. Et du coup ici en fait le polynôme caractéristique il est donné par lambda carré moins g sur L. Alors on aura donc directement les valeurs propres explicites qui sont données par plus ou moins la racine carrée de g sur L. Alors puisque donc les valeurs propres, donc une des valeurs propres sont à partie réelle positive et du coup l'équilibre il est instable. Mais par contre pour l'autre équilibre xs, le linéarisé il est donné par la matrice suivante. Puisque la polynôme caractéristique devient donc c'est égal à lambda carré plus g sur L. Alors ici, les deux valeurs propres sont données par sont complexes et à partie réelle nulle et sont données par plus ou moins i fois racine carrée de g sur L. Alors ici, on ne peut pas appliquer le théorème de Hartmann-Grobman puisque la partie réelle, donc l'équilibre n'est pas hyperbolique. Okay. Donc la partie réelle est égale à 0. Alors ici, comment conclure? Donc ici, vous voyez bien qu'on ne peut pas utiliser donc le linéarisé afin de conclure sur le comportement des solutions. Est-ce qu'elle est stable ou bien instable? Alors, mais ici, ce qui est bien, donc on peut utiliser le système est dissipatif. Donc ici, on a l'énergie, elle décroît. L'énergie qu'on note par E, avec le E, c'est égal de θ, θ'O. Elle est donnée donc par l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle en M, en G, pardon, qui est donnée par l'expression suivante. Et vous voyez bien que le xs en 0, 0, c'est un unique minimum parce que tout simplement, donc le minimum de cette expression, c'est n'est autre que le θ' est égal à 0. De même ici, son minimum, c'est lorsque le cosinus est égal à 1, c'est-à-dire le θ est égal à 0. Et du coup, 0, 0, c'est un minimum de cette énergie. Okay. Modulo de pi pour θ, bien sûr. Alors, du coup, toute solution tend vers xs, c'est-à-dire A de S est asymptotiquement stable. Donc, ici, donc, en utilisant donc, le système est dissipatif, donc l'énergie elle décroît, et donc du coup, on va converger vers 0. Pour expliquer ça graphiquement,
Alors, donc si je prends ici le 0, je prends donc ici le plan de phase qu'on note par x1, x2. Alors, on aura donc ici, je prends les lignes de niveau qui sont données par des cercles où la V est, donc c'est les lignes de niveau, où E est constante, donc l'énergie elle est constante. Alors si je prends une condition initiale V quelconque, alors vous allez voir directement que au cours du temps, donc on va être obligé à converger vers le minimum 0, 0. Okay, donc ici, il suffit d'utiliser en fait un petit raisonnement topologique. Donc un raisonnement topologique. Donc montre que la solution tend vers 0. Alors pour mieux comprendre donc cette trajectoire qui tend vers 0, donc si je trace l'énergie en fonction de x1, x2, alors qu'est-ce qu'on aura? Donc on aura ici en 0 une bolle. Et si je prends une condition initiale V, qui est ici, donc il y a une certaine composante sur x1 et x2, alors, puisque l'énergie elle décroît, donc le système est dissipatif, donc forcément, donc l'énergie elle va décroître et va donc tourner, et après elle va revenir, et ainsi de suite, jusqu'à on va descendre jusqu'à donc 0. Donc elle va faire un tour par exemple et elle revient et finalement elle va converger vers 0. Okay, et puisque donc vous voyez bien que donc on aura une trajectoire de cette forme là, donc on va être obligé de tendre vers x1 x2 qui est égal à 0, puisque ici l'énergie elle va décroître. Donc voilà. Et pour cela, donc, on peut définir en fait de façon générique les fonctions de Lyapunov. Alors, pour cela, donc, on considère un équilibre appartenant à oméga de l'équation différentielle x point c'est égal à f de x de t. Alors, définition, soit u un voisinage de x0 inclus dans oméga et L une fonction de u dans Rn qui est continue. Alors, f la fonction de Lyapunov en x0, si donc elle admet un minimum en x0, c'est-à-dire quel que soit x différent de x0, L de x est strictement plus grand que L de x0 pour tout x dans U, différent de x0. Et de plus, pour toute solution x point, donc la fonction qui est à t, on associe Lx de t, elle est décroissante. Ici, ce n'est pas strictement décroissante, c'est décroissante. Donc elle peut être même constante. Okay, donc ici, on parle de système conservatif ou dissipatif. Okay, et donc conservative, c'est-à-dire elle est constante, conservative, mais dissipative, donc elle va être strictement décroissante. Alors la fonction L du Lyapunov est stricte en x0, si de plus, donc pour toute solution x point différent de x0, donc la fonction qui est à t, on associe L de x de t, elle est strictement décroissante. Okay, on obtient une fonction de Lyapunov qui est stricte. Et on est dans le cas où le système est dissipatif. Alors, donc on a le théorème suivant, soit x0 est un équilibre, s'il existe une fonction de Lyapunov en x0, alors l'équilibre il est stable, mais si de plus la fonction de Lyapunov elle est stricte en x0, alors x0 il est asymptotiquement stable. Alors remarque, si la L est différenciable,
Alors, la dérivée de L par rapport à T, ce n'est autre que les dérivées, la somme des dérivées partielles des xi multipliées par les xi points. Et ça, ce n'est autre que le produit scalaire du gradient de L par le champ de vecteur, f de x de t. Alors, on peut remplacer le petit b, en fait, par le produit scalaire du gradient par f de x négatif ou nul. Donc, ici, ce n'est pas strict. Pour tout x appartenant à U. Et pour le petit c, donc, ça devient strict. Et ça, c'est pour tout x appartient à U, avec le x est différent de 0. Donc en fait, il suffit de calculer le gradient de L et appliquer à le champ de vecteur. Alors on finit par un équilibre asymptotiquement stable. Donc on considère un équilibre asymptotiquement stable et on définit les bassins d'attraction de x0 par l'ensemble des conditions initiales appartenant à oméga, telles que xv de t, elle va tendre vers x0 quand t tend vers plus infini. Proposition, donc en supposant que l'application L de U dans Rn une fonction de du Lyapunov stricte en x0. Alors si phi t de U est inclus dans U, c'est-à-dire donc le U est stable par le flow, phi t, quel que soit le t positif, et le U donc est inclus dans oméga, est un compact, alors le U est inclus dans le bassin d'attraction de x0. Okay. Maintenant, si oméga c'est égal à Rn et le U est égal à Rn, alors la limite de L de x, lorsque la norme de x tend vers plus infini est égale à plus infini, on dit que L est coercive, alors le bassin d'attraction en x0 est égal à tout Rn, et on dit que l'équilibre il est globalement asymptotiquement stable. Alors ici on finit par juste tracer le bassin d'attraction. On pourrait avoir alors je prends un oméga. Je prends donc ici x à 0. Je prends donc ici un premier bassin d'attraction de x0. Donc toutes les solutions elles vont converger vers, dans oméga, ils vont dans le bassin d'attraction elle va converger vers x0. Mais on peut envisager donc d'avoir d'autres bassins d'attraction, x par exemple 1, tel que pour toute condition initiale dans ce deuxième bassin, on va converger vers x1. Et on aura par exemple dans ce cas-là une bistabilité, c'est-à-dire selon la condition initiale, donc soit on converge vers le premier point d'équilibre, soit vers le deuxième point d'équilibre. Et donc voilà, et je vous remercie pour votre attention.